Autre question. À présent, celle de projet. Accrochez-vous bien. Non, je ne vais pas vous parler pour la 1000e fois de la nécessité d'avoir des réseaux d'enseignement, parce que vous le savez tous et vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Non, je ne vais pas vous dire, ce qui est pourtant vrai, qu'il nous faut produire beaucoup d'instituteurs, de professeurs, les payer correctement et dignement, parce que eux seuls sont le véritable ferment du développement de toutes nos nations et du processus d'humanisation des sociétés, parce que plus on est intelligent, plus on est cultivé, plus on sait de choses, et plus c'est formidable, on en sait encore plus après. Le savoir est la seule richesse qui augmente, plus on la partage. Cela, vous le savez comme moi. Je le mets de côté parce qu'après tout, nous en sommes tous bien d'accord. Je veux vous parler de l'horizon commun. Oui, mon pays pourrait se contenter de se diluer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et voyant le monde en train de changer, de se dire, bah, nous sommes dans le meilleur wagon. Alors, pourquoi en changer? Pourquoi se poser des questions? Tout va bien. Et puis, vous aussi, vous pourriez dire, bah, on s'en sort. Quelques-uns s'en sortent. Pas exagéré, monsieur Mélenchon. Pardon si je parle un peu rudement à cet instant. Les nations et les peuples d'Afrique se sont fait voler le XVIIe et le XVIIIe siècle, sur le continent où l'histoire humaine a commencé et a connu ses premiers développements civilisationnels qui ont ensuite formaté le reste de la civilisation méditerranéenne. Je pense à l'Égypte antique. Vous vous êtes fait voler le XVIe, le XVIIe siècle et une partie du XVIIIe par l'esclavage. Puis le XXe par la colonisation. Je ne donne pas de leçons, je fais juste la remarque. Voici qu'arrive le XXIe siècle. Qu'est-il en train de se passer pendant que nous discutons, parce qu'il faut bien en parler, de la guerre contre les trafiquants de cigarettes, de drogue? Eh bien, mesdames et messieurs, l'humanité, continuant sa pente anthropologique classique, permanente, continue à occuper tous les espaces qui sont occupables. Et la voici au nombre de 7 milliards, ce qui est un fait sans précédent, jamais vu dans l'histoire humaine. Il a fallu 200 000 ans pour avoir 1 milliard d'êtres humains. Mais il n'a fallu qu'un siècle pour arriver au deuxième, et il n'a fallu que 14 ans pour arriver au troisième. Et dorénavant, c'est tous les 13 ans que nous sommes 1 milliard de plus. Aucune société humaine n'a connu une expansion de cette nature. Tant et si bien que où sont tous ces gens? Devinez, tous au même endroit, dans des villes. Et tous au même endroit, pour la plupart d'entre eux, au bord de la mer. Bien sûr, le regard sur la société burkinabé, qui privilégie encore à cette heure la population paysanne, peut faire qu'on ne se rende pas compte du poids des villes dans l'histoire des peuples. Mais si vous observez d'un petit peu près ce qu'a été la révolution citoyenne de 2015, vous voyez bien la part qui ont pris les villes, tant et si bien que nous sommes à l'ère du peuple et des révolutions citoyennes dont le contenu est la reprise de contrôle de l'accès au réseau collectif. Pardon de la rapidité de ma formule, mais que font ces gens? Une fois arrivés au bord de la mer, je vais vous le dire ce qu'ils font. Ils entrent dans la mer. Ils se l'approprient. Et les territoires qui sont là, peut-être que vous ne le savez pas, mon pays a vu la surface de son territoire augmenter au point que nous voici maintenant le deuxième territoire du monde. Nous autres Français, si nous comptons ce qu'il y a au-dessus de la mer et ce qu'il y a dessous. Et d'autres pays s'approprient les plateaux continentaux. Et ceux qui n'en avaient pas, eh ben, en auront encore moins après. Et puis, il y a les océans très profonds. Que se passe-t-il dans les océans très profonds, qui sont les endroits que tout le monde vient prospecter? Il y a un petit comité à l'ONU qui s'occupe de donner des autorisations de ramassage et de forage. Eh bien, il s'approprie, premier arrivé, pense qu'il y a. Où est le droit international? Où est le contrôle des peuples qui n'ont pas une côte, mais qui pourtant sont concernés par la mer, par ses ressources, par son exploration, par son contenu inouï? La planète, c'est 70% d'eau. Nous sommes très peu de choses, la partie immergée. Et c'est 80, sans doute 5% des espèces vivantes qui s'y trouvent. Donc nous ne savons rien, nous savons moins sur le fond de la mer que sur la surface de la Lune. Justement, j'y viens. Mais la mer est un enjeu commun.
la bataille en commun pour faire en sorte que le droit international ouvre l'accès à tous les peuples, y compris ceux qui n'ont pas de frontières maritimes, sur la gestion des grands fonds et du destin de ce qu'on fera de ces grands fonds et de la manière de traiter le bien commun qu'est la mer elle-même, les océans, où bientôt il y aura plus de plastique que de poissons, comme ce sera le cas dès 2050 en mer Méditerranée, si on ne cesse pas d'y jeter le plastique qu'on produit sans cesse. Il faut arrêter cette production de plastique. Voilà encore une bataille d'opinion qu'on peut mener ensemble. J'ai dit le fond de la mer, mais la mer elle-même dépend d'une observation. Les premières fois que j'ai parlé de ça, mes propres amis, qui sont pour moi d'une bienveillance totale, et qui me regardent des fois en se disant, bon, bah, c'est comme ça, quoi. Je me suis mis à parler d'espace, mesdames, messieurs. Qu'est-ce que l'espace peut bien avoir à faire avec votre politique? Eh bien, je vais vous dire. Cette année, il y a eu 8 expéditions sur Mars. Vous croyez que c'est pourquoi qu'ils vont sur Mars? Pour faire du tourisme? Pour permettre à 3 ou 4 imbéciles d'aller faire 11 minutes dans l'espace, qui est un mépris incroyable pour le reste de l'humanité et pour le dérèglement climatique? Non, non, ils y vont pour prendre tout ce qu'il y a. Voilà le 21e siècle. Ce qu'ils ne prendront pas ici, ils le prendront ailleurs. Ne croyez pas que je sois en train d'exagérer une situation. Les États-Unis d'Amérique ont changé le droit international, puisque, comme vous le savez, quand les États-Unis d'Amérique décident quelque chose pour eux, tous les autres sont obligés de s'y soumettre. Les États-Unis d'Amérique ont décrété que premier arrivé, premier servi et propriétaire. Alors que le droit international, c'était que l'espace n'appartenait à personne et que ce qui se trouve dans l'espace appartient à tout le monde. Eh bien ça, mesdames et messieurs, sans qu'on vous en ait jamais parlé, ça a été changé. Et c'est tellement important, c'est tellement vrai que depuis l'espace se règlent les questions terrestres, que les Nord-Américains ont aussi décidé que le traité qui démilitarisait l'espace n'avait plus de valeur et qu'eux le militariseront. Et à peine l'avait-il décidé, mon propre pays, sans qu'on en ait jamais discuté, nulle part, a décidé de créer un état-major de l'espace. Je ne dis pas que je sois contre. J'aurais apprécié qu'on en parle et qu'on décide qu'est-ce qu'on fait, comment on s'y prend. Et pourquoi vous n'y seriez pas? Et j'en viens à mes propositions. Je suis partisan du fait qu'on fasse une université de la langue commune de l'espace pour former les techniciens, mais aussi tout ce qui va avec la technique, les sociologues bien sûr, mais tout ce qui va avec la production des objets qui ont à voir avec l'espace. Ceux qui n'en auront pas la maîtrise au XXIe siècle prendront la file pour avoir les résultats. 11 nations sur 54 sur le continent africain ont actuellement un satellite dans l'espace. Une seule dit qu'elle est capable d'en produire, le Nigeria, anglophone. Vous représentez, vous autres, les peuples du continent africain, 2% du total des satellites qui sont en circulation. Depuis un satellite, on fait tout. On arrive à savoir où il y aura les épidémies de paludisme parce qu'on est capable de mesurer l'humidité. Depuis le satellite, on sait qui va où et jusqu'à une résolution de moins de 20 cm, c'est-à-dire au moins la plaque d'immatriculation si jamais il y en a une et sinon le numéro de la Kalachnikov de celui qui est monté dessus. Depuis l'espace, on sait tout, on voit tout, on peut tout faire. Je voudrais que la France soit dans l'espace de la langue commune, la nation qui appelle. Et pourquoi appellerait-elle? Parce que dans ce nouvel âge de l'humanité, dans cette nouvelle étape de la civilisation humaine, il ne faut pas se recroqueviller. C'est l'inverse, il faut faire appel à l'immense réserve d'intelligence, de créativité, de volonté de bien faire que vous portez en vous davantage que nous, dans nos nations qui sont si souvent blasées, gavées, et, disons-le comme c'est, vieillissantes. Tandis que l'impétueuse jeunesse, ce peuple nouveau, lui, bien sûr, regarde tout cela avec l'œil neuf de ceux qui se disent « pourquoi pas? Faisons, nous allons essayer ». Eh bien, c'est cette puissance-là que je voudrais convoquer dans la langue commune. C'est cela nos causes communes. Nous pouvons être, nous autres, les 300 millions de locuteurs de la langue commune,
cet incroyable vecteur de partage et d'intelligence commune que les libéraux et leur langue ne porteront jamais. Parce que ce qu'ils font de la conquête de l'espace, vous l'avez sous les yeux, c'est le terrain de jeu des milliardaires et le terrain d'appropriation des militaires. Nous autres, de la langue commune, nous pourrions en faire tout autre chose. Et moins on s'y attend, mieux ce sera. J'ai pris ces deux exemples. J'achève avec un dernier. Le numérique. Les êtres humains ont créé un monde entier totalement neuf. Le monde de l'espace numérique, avec toutes ses déclinaisons dans les applications, dans le jeu vidéo, dans la créativité des films en 3D, qui aujourd'hui mobilisent, notamment dans le jeu vidéo, des budgets supérieurs à ceux du cinéma. La réalité augmentée ouvre toutes sortes de perspectives, les pires comme d'habitude, comme pour toute technique, mais aussi les meilleures. Pourquoi ne voir que le pire? Regardons ce qui pourrait être le meilleur. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion une seule fois de vous coller un casque sur la figure pour voir une réalité augmentée. Moi, j'ai fait un meeting en réalité augmentée. Avant ça, ils m'ont envoyé me balader dans une montagne. J'étais au bord des gouffres, comme j'ai du vertige. J'étais vraiment très mal. Et on m'a dit, c'est pas rien, ça va te guérir. À d'autres, on passe des araignées ou je ne sais quoi. Bref, je plaisante, mais c'est quelque chose de formidable. C'est un événement grandiose de l'intelligence humaine. Eh bien, que se passe-t-il sur le continent africain? Et que se passe-t-il pour nous, les Français? Ici, sur le continent, Facebook et les GAFA et tout le reste sont en train d'installer leur propre réseau, avec leurs propres fibres, avec leurs propres réservoirs, formant leur propre personnel, qui ne connaît que leurs techniques, que leurs instruments, et qui vous propose, en violation complète de la neutralité du net, qui vous propose d'accéder à un ou deux services gratuitement et à devoir payer tout le reste. Dans des conditions telles qu'ici, utiliser cet instrument peut coûter jusqu'à 20% du salaire moyen, quand il ne coûte que 1 à 2% dans mon pays et dans les autres pays européens. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi accepter ça? Le monde se joue aussi sur ce terrain. Et nous autres Français, nous avons un intérêt à ce que la langue commune maintienne un espace suffisamment ample, étant la 4e langue de l'Internet, un espace suffisamment ample pour que tout ce qu'on investirait les uns et les autres finisse par trouver le débouché positif. Mais ça n'est possible qu'à la condition de la langue commune. Sinon, vous devrez accepter les conditions de la langue du néolibéralisme. Et la langue du néolibéralisme, elle ne connaît que la marchandisation. Voilà, mesdames et messieurs, 3 causes dont on ne parle jamais. Il est étrange que ce soit un homme de mon âge qui vienne parler de choses aussi contemporaines. Mais peut-être que c'est une des vertus de l'accumulation de l'expérience, que d'être en état de discerner à temps par où vont se jouer les rapports de puissance.